salue le projet qui a sa tête, on va discuter. J'aimerais partager l'actualité avec les conférenciers, une analyse et faire quelques requêtes. Analyse et requête. Oui. Voilà, on va te prendre 2 minutes. Merci, Paris. Bon, pour ma part, la CPI, c'est une cour médecine, c'est une cour politique. Et je pense que l'intervention des chefs d'État avec l'Union africaine a été pour beaucoup dans l'ajournement de la décision du verdict. J'ai appris qu'il y aurait eu une liste de 44 chefs d'État qui auraient signé une pétition. Tout à fait, oui. J'aimerais d'abord savoir si cela est vrai. Si oui, quels sont ces chefs d'État? Si on peut avoir leur contact, pour les encourager dans ce sens, pour leur envoyer des courriers pour dire que leur comprend qu'il faut persévérer dans ce sens. Merci. La deuxième observation, c'est le fait que Bédier, s'il est rendu en France, aurait été reçu comme un chef d'État. On a vu les images à l'Élysée. Oui, ok. Voilà. Depuis bien longtemps, il aurait été reçu comme un chef d'État. Soro serait allé au Sénégal, aurait été reçu comme... Il a même été décoré. Soro, aurait même été décoré. Ah oui, l'ordre du mérite au grade. Ce qui est intéressant, c'est les propos qui suivent après leur réception. C'est que Bédier de retour aurait contesté le propos de KKB en disant que la politique, c'est là aussi de l'impossible. Parce que KKB disait qu'il est possible que le PDCI ne présente pas un candidat. Alors Bédier, comme le conduit disait, la politique aussi, c'est là aussi de l'impossible. Histoire de dire, il est possible que le PDCI soit candidat à l'Assemblée Ouattara. Et Soro aussi, qui dit, lui ne sera pas candidat. La petite idée que je me fais, je pense que la France a préparé le terrain en train de pacifier le RHDP pour qu'il y ait un candidat élu qui soit à l'Assemblée Ouattara. Alors, qu'est-ce que nous on peut faire pour aider des gens comme KKB à les aider? Pour faire une sorte de révolte. Parce qu'il y a des contacts, alors je veux savoir si le camarade aller. Tu as des touches, tu as des contacts, tu peux nous aider dans ce sens, pour encourager KKB aussi à se candidat. Voilà, on va l'appeler tout à l'heure. Je vais donner la parole au deux maintenant de cette deuxième liste-là. Le commentaire, elle est très courte. Le mur de Planck, c'est l'élément physique le plus petit. Et au-delà du mur de Planck, il y a une réalité que le non-sachant ne sait pas. Et le globe flotteur, c'est celui qui entre dans l'état calme de la diplomatie souterraine. Je voulais savoir si, dans ces balades diplomatiques, si on peut espérer. Espoir. Vous savez, dans une salle de classe, il faut que le professeur se répète souvent pour que d'autres élèves, comme nous, comprennent mieux la révision pédagogique. Est-ce qu'on a bien compris la... Mais je crois que tout ça, merci. On va passer la parole à M. Nabo, Jean-Narcisse Nabo. Oui, moi aussi je pose une question brève à Maître. Au stade de la procédure, à ce stade de la procédure, que nous dit la jurisprudence? Première question. Deuxièmement, qu'est-ce qu'offre la jurisprudence dans la matière, c'est-à-dire au niveau, à ce stade de la procédure? C'est-à-dire quand on doit confirmer ou infirmer une décision de justice. Est-ce que la jurisprudence est éloquente à ce niveau-là? Merci. Je pense qu'elle est assez claire. Deuxième question. Deuxième question, elle est brève également. Qu'est-ce qu'on fait du principe de l'innocence, de la présomption d'innocence? Surtout que les preuves ne sont pas suffisantes, même si elles paraissent pertinentes. Qu'est-ce qu'on fait du principe juridique général du droit qui dit que tout est présumé innocent jusqu'à ce qu'on établisse la véracité des preuves des charges contre elles? Je vous remercie. Merci Jean-Narcisse. C'est difficile pour un avocat de commenter une rumeur. Je ne sais pas quoi vous répondre. Bon, ce qui est certain, c'est qu'effectivement des chefs d'État ont critiqué ouvertement la CPI. De là à ce qu'ils signent une pétition, ce sont des chefs d'État. Hein, ce n'est pas des particuliers. Je ne vois pas l'intérêt de signer une pétition. Comme je vous l'indiquais, il faut, si véritablement... Ce sont des chefs d'État, donc ce sont des politiques avec une carrière politique, avec un passé politique, qui savent que pour qu'une action aboutisse à quelque chose, il aurait fallu un retrait tout simplement de la CPI. Ce n'est pas en signant une pétition qu'on fait bouger les choses. Donc je reste dubitative, mais je n'en sais rien. Et je ne pense pas
avec tout le respect et l'estime que j'ai pour nos chefs d'État africains et pour le continent de manière générale, que c'est parce qu'on a crié un petit peu à l'Union africaine que la CPI a tremblé et qu'elle a journé. Je ne pense pas. Par contre, il est possible que la CPI, qui a déjà été critiquée, qui est déjà fortement affaiblie, en tout cas le procureur est affaibli et décrédibilisé parce qu'il n'enquête que sur un camp, il est possible que la chambre préliminaire se dise mais là ça sera trop gros si on confirme tout d'un coup. Parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, vu tout ce que l'on fait sur le continent et ailleurs, si on confirme à ce stade-là sans éléments véritablement probants, c'est trop gros, on se décrédibilise totalement. Et là, véritablement, on a un risque de retrait. S'il doit y avoir une analyse politique, je pense que c'est plutôt celle-là. Mais je doute que c'est parce que nos chefs d'État africains ont crié que... Non, je pense que la question est celle-là. C'est que peut-être que M. Ouattara a pensé que la chambre préliminaire qui rend également des services, allait lui rendre un service ce jour-là en confirmant, et que la chambre préliminaire s'est dit non, non, aujourd'hui je vais rendre une décision, je ne vais pas rendre un service. Je vais rendre une décision parce que concrètement c'est ma crédibilité qui peut être mise en question. C'est une chose. Vous savez, ils auraient amené même un semblant de preuve, quelque chose qui a un semblant de solidité, quoi. On aurait pu aller à la confirmation, mais le problème c'est que rien ne tient. Donc non, je pense que véritablement ce qui a amené l'ajournement, c'est plutôt de deux choses. Où ils se disent, on va donner une chance au procureur de refaire son dossier de manière à ce qu'on puisse confirmer. Et dans ce cas-là, quand on confirmera, eh ben, on aura un dossier un peu plus solide et on gagnera du temps. Ou alors ils se disent, bon, on laisse une chance au procureur de sortir la tête haute de cette histoire en lui donnant un peu de temps pour finalement dire, bon, j'ai pas pu récupérer tout ce que vous m'avez demandé, donc je préfère abandonner. Et puis éventuellement, si j'ai plus d'éléments par le futur, je vous ressaisirai pour le juger. Mais pour l'instant, je préfère abandonner. C'est une possibilité. Parce qu'il faut aussi bien distinguer, l'abandon des charges n'est pas un acquittement. D'accord ? Tout juriste va comprendre ce que je dis. Un abandon des charges n'est pas un acquittement. Pourquoi ? Un acquittement, en droit, il y a le principe non bis idem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. C'est-à-dire, s'il va au procès et qu'il est acquitté, plus aucun tribunal du monde ne peut le juger. Pour dire, on le suspecte, c'est fini. Même s'il y a une erreur, c'est fini. Il est acquitté. Par contre, un abandon des charges, ce n'est pas un procès, puisqu'on n'est pas encore au stade du procès. C'est-à-dire qu'on peut abandonner ponctuellement, mais on peut revenir après pour dire, bon, on a eu des éléments, on a trouvé sous un chapeau des éléments, et donc on ressaisit la CPI. Donc il faut être vigilant sur ce point-là aussi. Ne confondez pas abandon des charges. Ne vous dites pas dans votre tête que si les charges sont abandonnées, c'est fini. Il faut demeurer vigilant. Ça peut être fini ponctuellement. Et on peut ressaisir, parce que le procureur a la faculté, a l'opportunité des poursuites. Donc le procureur peut mener encore des investigations et dire, bon, finalement, je n'avais rien par rapport à ça, donc j'abandonne, mais j'ai d'autres éléments concernant d'autres faits. Et le poursuivre. Donc, soyez vigilants et ne pas oublier. C'est pas petit. C'est pas une petite affaire, c'est pas petit, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas non plus être trop optimiste, il ne faut pas être pessimiste. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais je suis là pour attirer votre attention sur le fait que l'abandon des charges ne signifie pas forcément que tous nos problèmes sont résolus. D'accord ? Et l'ajournement non plus. Voilà. Donc, ne confondez pas abandon et acquittement. Alors, les deux autres questions, c'est des questions politiques, je vais essayer de répondre. Pour la dernière, que fait-on de la présomption d'innocence? Bon, la présomption d'innocence, c'est quoi? C'est un principe générique. Voilà, on est innocent tant qu'on n'a pas été reconnu coupable par un tribunal ou par une juridiction. C'est vrai. Mais dans tout, par exemple, dernièrement, pour un fait d'actualité, le jeune qui a massacré le soldat à Londres, eh ben, s'il meurt aujourd'hui, il meurt innocent. Parce qu'il n'aura pas été reconnu coupable par une juridiction. Il mourra innocent. Et donc le meurtre du soldat, eh ben, n'aura pas de coupable. Voilà. C'est ça la présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence, ça peut être mise à mal. Parce qu'en même temps, quelqu'un qui n'a pas été jugé peut être détenu. On ne parle pas d'emprisonnement, on parle de détention. Il peut être détenu dans l'attente de son procès. Et durant tout le temps, c'est ce qui arrive au président Laurent Gbagbo, et durant tout le temps de sa détention, il est innocent. Hein. Tant qu'il n'a pas été reconnu, il est toujours innocent. Mais on estime que, en le laissant en liberté, il y a un risque
pour que le crime se poursuive ou qu'un crime soit commis ou que les victimes... Bon, et donc on le maintient, voilà, parce que sa liberté pourrait éventuellement causer un trouble à l'ordre public. Voilà. Et c'est en ce sens qu'il y a une profonde atteinte à la présomption d'innocence. Parce que c'est quand même fort de priver quelqu'un de liberté pour des faits dont il est suspecté, mais dont on demeure en plus dans la situation actuelle, dont on affirme que les preuves ne sont pas solides. Il y a quelque chose de gênant. C'est pour ça qu'on insiste aussi sur les demandes de mise en liberté. Il faut le faire. Mais voilà à quel point la présomption d'innocence est mise à mal dans le dossier du président Laurent Gbagbo. J'avais sauté une question aussi concernant la jurisprudence. Le cas de Bemba. Oui, mais alors le cas de Bemba, vous savez, faut pas généralement, je n'aime pas qu'on compare le cas du président à d'autres cas. Parce que c'est un cas unique. C'est véritablement un cas unique. Ce qui est reproché à Bemba n'a rien à voir avec ce qu'on reproche au président Laurent Gbagbo. Mais rien, ni de près ni de loin, rien. D'accord? Au président Laurent Gbagbo, il se retrouve là à la suite d'un contentieux électoral. Point. Ça n'a rien à voir avec le cas Bemba, prendre une armée pour éventuellement attaquer. Ça n'a rien à voir. Et là, on parle d'un homme qui dit j'ai gagné les élections parce que ma constitution dit que j'ai gagné les élections, qui est attaqué par quelqu'un qui dit que oui, il a gagné parce que la communauté internationale a dit qu'il a gagné. Il y a des victimes et on dit bon bah toi comme on a dit nous que tu avais perdu, que tu t'es maintenu, donc tu vas rendre compte de tout ça. Voilà. Donc le cas n'a rien à voir. Je vois pas, ça n'a rien à voir. Concrètement, donc je vois pas en l'occurrence quelqu'un on pourrait appliquer. Et encore une fois, et vraiment ça par contre, il faut attirer l'attention de tout le monde là-dessus, c'est qu'à chaque fois on dit que la crise post-électorale a fait plus de 3000 morts. Je suis persuadée que ça en a fait des dizaines de milliers de morts, bien plus, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que le président, il ne doit rendre compte que pour 166 morts. Mais c'est-à-dire qu'on se fout du monde. Mais c'est comme si ces 166 morts, d'ailleurs on conteste d'ailleurs les 166, mais c'est comme si ces 166 morts avaient plus d'importance, leur vie était plus importante que les milliers d'autres morts. Mais c'est là le problème de cette juridiction. Il faut être... Et on peut même... Il n'y a aucun cas, dans le cas de la juridiction internationale, qui est semblable au nôtre. Il n'y en a aucun. Parce qu'on ne vous parle pas de charnier, hein. On ne dit pas oui, on a trouvé tel charnier, il y a eu 166 morts, on ne vous dit pas ça. Hein. On vous dit bon, il y a des gens qui ont marché sur la RTI, et puis vous les avez tués. Donc il y a eu une manifestation qui s'est mal terminée. Voilà. Et pour ça, on vous envoie à la CPI. Voilà où on en est. Et puis il y a eu une trentaine de femmes qui disent que voilà, il y a des gens qui sont venus les violer, et leur violeur en dit ah on te viole parce que Gbagbo nous a dit de te violer. Non mais c'est ridicule mais. Voilà. Et puis ces femmes, parce que comment ça se passe ici quand une femme dit j'ai été violée, vous allez voir qu'il y a un kit, il y a des tests. On voit véritablement s'il y a des blessures, ou en tout cas des lésions. Alors effectivement, une femme peut être violée sans qu'il y ait des lésions. Mais il y a des éléments qui permettent de dire, bon, et puis on voit s'il y a des traces ADN. D'accord, pour dire, et de ce d'autant si quand on dit c'est lui qui m'a violée, et on regarde si on peut trouver même des poils pubiens, enfin il y a un certain nombre d'éléments techniques, physiques, biologiques. Là, il n'y en a aucun. Là, il n'y en a aucun. C'est-à-dire, on peut se lever et dire ouais, j'ai été violée par un pro-Gbagbo, et puis c'est bon, on vous croit. Il n'y a eu aucune analyse médico-légale. Il n'y a rien. On en est là. Donc comment on peut croire, je ne dis pas, si une femme a été violée, c'est grave, nous sommes des femmes. C'est pas ça le problème. Mais là, en termes juridiques, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Mais juste parce que, bon, j'ai dit que, bon, voilà, mon violeur a dit que, bon, voilà, Gbagbo... Mais c'est quoi? Ça tient pas la route. On ne peut pas condamner un homme, mais c'est même pas possible. Voilà où on en est. Voilà, et véritablement, où ce procès ne tient pas la route. Et puis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ces 166 morts, il n'y a pas eu d'autopsie, hein. Il n'y a pas eu d'autopsie, hein. Donc on ne sait pas... Mais non, mais il peut y avoir 166 morts si on veut. Mais quand on dit que ces personnes ont marché sur la RTI et qu'elles sont mortes,
Il faut encore autopsier les corps. Il faut encore démontrer dans quelles conditions elles sont mortes. Parce que si vous me présentez un corps tout beau, tout neuf là, et vous me dites oui, voilà, celui-là, mais c'est une plaisanterie. Il faut encore déterminer la cause de la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est quand même... Et puis on nous dit, il y a des gens voilà, qui ont été tués, on a balancé, qui sont morts à cause de mortiers balancés au marché d'Abobo. Ils ne savent même pas qu'il y a plusieurs marchés. Donc non mais, on en rigole, mais c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire, on vous dit ça, et on vous dit bon... Et on vous dit, bon d'accord, mortier là, est-ce que vous avez vu le corps? Est-ce que vous avez analysé? Parce que mortier, ce n'est pas rien. On voit un dégât, le dégât que peut faire un mortier sur un corps. Est-ce que vous avez vu le corps? Est-ce qu'il y a eu un médecin légiste qui a regardé le corps pour voir? Non. Il n'y a pas ça. Donc on nous dit, voilà, il y a des gens qui sont morts au marché, il y a des gens qui sont morts là, mais il n'y a pas de cœur. Pareil pour les femmes d'Abobo. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'examen médical, il n'y a rien. Et on nous dit, voilà, il faut nous croire sur parole, la main sur le cœur. Moi je vous dis que Gbagbo a fait ça, donc vous devez me croire. Mais attendez, faut être sérieux. Voilà la difficulté. C'est pour ça que concrètement, ils ne pouvaient pas, à l'heure actuelle, confirmer les charges et qu'ils ont demandé l'ajournement, parce que ce sont des éléments trop gros, quoi. Je prends n'importe quel homme, si demain, vous, monsieur, on vous accuse d'avoir violé madame, vous allez dire, mais quand? Quand? À quelle heure? Est-ce que vous êtes sûr? Où? Mais je la connais même pas. Mais attendez, est-ce que vous avez... D'accord, mais faites une confrontation. D'accord, bon, faites une confrontation. Vous avez au moins demandé d'être confronté à la femme qui vous accuse. Mais là, on vous dit non. Hein. Voilà, on a les victimes, point barre. Il faut qu'on aille au procès comme ça. Bon, voilà, ce sont tous ces éléments qui font qu'on n'a pas pu aller à l'ajournement. Donc, il n'y a pas de jurisprudence en l'occurrence. La jurisprudence Bemba, ça n'a rien à voir. Ce qu'on évoque, c'est parce qu'on dit que Bemba, il y a eu un ajournement pour ensuite qu'il y ait confirmation. Donc, on nous lance ça à tout va pour dire, bon, voilà, on est dans le même cas, ça n'a rien à voir. Là, la chambre préliminaire, elle ne fait pas que ça. La chambre préliminaire, elle demande au procureur de revoir intégralement sa copie. Donc ça n'a rien à voir, il n'y a pas de jurisprudence véritablement qui puisse s'appliquer au cas du président Laurent Gbagbo. Voilà. Les affaires du RHDP sont celles du RHDP. Voilà, et je serais étonné que la France se désolidarise aussi facilement du gouvernement Ouattara. Et donc l'alternative, c'est sans doute M. Bédié, pas alternative politique pour occuper une fonction, mais peut-être pour discuter d'un certain nombre de choses. Voilà. On attend peut-être ce que la presse internationale en dira dans les jours qui viennent. Voilà. Sur la candidature de Bédié, il a parlé lui-même de la Constitution. Bon. De toutes les façons, ils ont le pays et ils peuvent prendre toutes les décisions qu'ils veulent. Hein. Réécrire Marcoussi, Ouaga, tous les accords de paix, même la Constitution. M. Ouattara est seul maître à bord avec ses amis du RHDP. Voilà. Maintenant, l'intérêt d'une candidature Bédié pour empêcher celle peut-être d'un rénovateur ou d'un jeune qui pourrait porter le dossard du PDCI, ça effectivement, ce serait dommage pour la démocratie ivoirienne qu'un ancien président qui est bientôt au-delà des 80 ans s'entête à vouloir briguer le poste de président, alors qu'il devait préparer une nouvelle génération d'hommes politiques à ces fonctions-là. Et ce serait très dommageable pour la démocratie ivoirienne, et je le dis sincèrement, si M. Bédié était même le candidat du PDCI. Voilà. Parce que dans tous les cas, cela pourrait contrarier un certain nombre de stratégies, en tout cas de l'opposition. Je ne sais pas si l'opposition ivoirienne, quand je dis opposition, je parle des pro-Gbagbo, s'allierait à M. Bédié, voilà, qui sera en réalité le candidat de M. Ouattara, voilà, qui servirait de faire valoir à M. Ouattara afin de crédibiliser la réélection de celui-ci. Donc là aussi, il faut de la vigilance. Sincèrement, bon, voilà. Maintenant, Soro au Sénégal, à qui on a déroulé le tapis rouge, bon. Qui a été décoré aussi. Oui, il a été décoré. Oui, j'ai vu, il a passé 5 jours. Bon, comme disait Maître Abiba cet après-midi, bon, il a déserté le Parlement ivoirien et il est tout le temps en visite à l'étranger pour se présidentialiser, pour se donner une posture. Mais malheureusement, les morts qu'on provoque nous suivent toujours. Voilà, M. Soro peut publier toutes les photos qu'il veut sur Facebook pour montrer ce qu'il n'est pas.
ou ce qu'il prétend être, cela ne changera rien à son destin de criminel. C'est un assassin et il devra rendre compte de tous les crimes qu'il a commis. Voilà. Hier j'étais au Sénat français. Je vous l'assure, ce n'est pas pour parler de la Côte d'Ivoire. J'étais invité pour intervenir aux côtés de spécialistes de la communication politique. Il y avait 2 Américains, 2 Canadiens et puis 3-4 Français. Et bon, en marge de notre journée de travail, on nous a remis des documents notamment sur l'action de la France dans le monde et en Europe. Et il y avait un paragraphe sur la Côte d'Ivoire qui m'a intéressé. Et dans ce paragraphe, les autorités françaises disent que l'avenir politique et judiciaire de M. Soro, qui est accusé de graves crimes, voilà, est incertain et que c'est l'un des problèmes ivoiriens. Donc je pense que du côté de la France, puisque c'est la France qui les installe au pouvoir, l'avenir politique de Soro pose un certain nombre de questions. Mais une fois encore, ce n'est que la cuisine interne du RHDP. Nous, la responsabilité que nous avons, et je voulais parler sincèrement à notre frère du FPI, je pense que ce qui s'est passé en avril 2011 est dramatique. Pour toutes les conquêtes démocratiques qui ont été faites par l'action du président Gbagbo. Et depuis avril 2011, le pays est abandonné entre les mains des criminels et des pilleurs professionnels. L'élection est un rendez-vous démocratique. Et moi, je crois foncièrement en la force du changement par la politique. 2015 ou 2016, c'est déjà demain. Mais nous devons, dès maintenant, préparer ces échéances-là. J'entends ici et là, oui, nous allons boycotter, non, nous n'irons pas, il faut ceci, il faut tel préalable. Je pense qu'il faut se mettre au travail. Ce qui doit nous préoccuper, au-delà de nos axes de combat habituels, ce sont les conditions d'une élection libre et transparente. C'est là que le combat aussi doit être mené. Parce que dans tous les cas, d'autres revendications ne seront jamais satisfaites par M. Ouattara. Parce que bien au contraire, cela l'arrangerait qu'il n'y ait pas de candidat de l'opposition en face de lui. C'est en cela que je dis que si M. Bédier s'entête, et j'utilise ce mot à bon escient, à être candidat encore une nouvelle fois à l'élection présidentielle, ce serait un crime et un coup dur contre le processus démocratique en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut une alternance qui permette d'engager le pays sur la voie du développement. Et si le PDCI a un candidat intéressant, je pense qu'il serait possible que des Ivoiriens, en plus du candidat qu'ils soutiendraient, appuient celui du PDCI au second tour. Moi, en tout cas, c'est l'idée que je me fais de ce rendez-vous-là. Donc, il faut dès maintenant qu'on prépare ces échéances-là. Voilà. Il faut qu'on s'y prépare. Il y a eu les législatives, c'était un peu compliqué. Il y a eu les municipales, c'était également compliqué. Mais avant 2015 ou 2016, il y a le désarmement qu'il faut exiger maintenant à M. Ouattara. Demandez à M. Ouattara quand est-ce qu'il dépose les armes. Parce que c'est lui qui a les armes. Les 100 000 miliciens qui sont en armes, qui sont en Côte d'Ivoire et qu'il faut réinsérer, sont les miliciens de M. Ouattara. C'est sa garde prétorienne. Et ce sont les mêmes qui, en 2010, ont assassiné et empêché que le peuple s'exprime, qui reprendront encore les armes pour permettre à M. Ouattara de briguer un nouveau mandat. Il y a le fichier électoral qu'il faut mettre à jour, avec plus d'1 million de nouveaux majeurs que M. Ouattara refuse d'intégrer à la liste électorale. Il y a la recomposition de la commission électorale indépendante. Voilà, entre autres, des questions éminemment importantes dont il faut discuter maintenant. Il y a de la matière. Voilà. Moi, on ne refuse. Ça peut être un point de divergence avec mes amis, hein, mes frères. Mais moi, je dis, il faut qu'on s'y prépare. Parce que le discours que j'entends dans les tournées que j'effectue, et je vais répondre à la question de notre frère sur les ballets ou les balades diplomatiques, c'est que nous devons reprendre attache avec le peuple. Le 5 juin 2012, à Rome, avec le ministre italien de la coopération,
il a clairement dit, nous n'allons pas nous dédire. Nous avons soutenu M. Ouattara, nous l'avons installé au pouvoir. Sauf cas extraordinaire, l'Europe ne peut pas revenir sur une décision qu'elle a prise de soutenir M. Ouattara. Nous sommes conscients des insuffisances de M. Ouattara. Et voilà le message qu'il envoie, mais dites à vos amis de se remettre à faire de la politique. Et moi, j'ai passé ce message à nos amis qui sont en exil au Ghana et même aux responsables du FPI. Vous voyez, lorsque je suis allé au Parlement norvégien, et j'ai même aussi rencontré un peu plus tard, le même jour, Madame Eva Joly, c'était le même discours. Je pense qu'il faut que nous nous remettions à faire ce travail-là. Maintenant, nous ne sommes pas maîtres du destin. Ce qui arrivera à M. Ouattara sera toujours bon à prendre. Mais je pense que le processus démocratique doit être repris à notre compte. Parce que nous sommes majoritaires. Et Ouattara a peur du suffrage universel. Il sait que face à un candidat soutenu par les pro-Gbagbo, il y laisserait forcément les plumes. Et donc ce rendez-vous-là, moi je l'attends avec beaucoup d'excitation. Et il faut qu'on s'y prépare. Vous voyez? Donc, je pense que la voie est tracée, c'est nous qui décidons. Aux États-Unis, c'est le même message. Voilà. Même s'ils soutiennent en Syrie des rebelles ou en Libye des islamistes ou je ne sais où, au Mali, on nous demande à nous de reprendre à faire ce travail que le président Gbagbo a entamé depuis plus de 40 ans et auquel il n'a pas renoncé, d'après ce que je comprends. Voilà. Il faut que le pays devienne un pays démocratique. Et je l'ai dit souvent dans des réunions, quelles que soient les agitations de M. Ouattara, quel que soit son entêtement à devenir un dictateur, certes, les habits de président sont trop larges pour lui, mais ceux des dictateurs ne lui vont pas. Parce qu'il s'est proclamé président d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire n'est pas condamnée à être une dictature. Ça, c'est important. Vous voyez? Donc, dès maintenant, préparons-nous à ces rendez-vous. Monsieur le représentant du FPI, je pense que vous savez déjà quelle est la mission que vous faites, hein. Je ne vais pas vous apprendre votre travail. Mais il est important de rappeler à nos partenaires d'ici, anglais et autres, enfin, et au-delà de la Grande-Bretagne, dans le Royaume-Uni, que l'opposition ivoirienne veut la paix, qu'elle veut construire une vraie démocratie. Voilà. Monsieur Ouattara s'en ira et nous ferons en sorte, entre autres, par le suffrage, qu'il s'en aille. Nous sommes prêts à ça. Mais nous ne renoncerons jamais au combat démocratique. D'ailleurs, je pense que nos amis qui sont à Abidjan, les dirigeants du parti, eux-mêmes, ont intégré déjà cela. C'était un rendez-vous éminemment important. Voilà. Sinon, ce serait encore un autre abandon du peuple entre les mains de ce dictateur au petit pied. Vous voyez? Donc, je voulais juste dire un mot de la Russie, où j'ai été à Moscou. Hein? Oui. Rapidement, et dire qu'effectivement, bon, ils sont très attentifs à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, sur la situation intérieure du pays, mais également sur la situation du président Gbagbo. Et j'ai de très très bons échos d'un certain nombre de choses qu'ils ont pu engager par rapport à nos préoccupations. Mais nous devons continuer le travail. Nous devons continuer le travail. Hein? Donc vous êtes vous-même des ambassadeurs. Hein? Partout où vous êtes, faites le plaidoyer. Un député ici, un autre là-bas, un maire, etc. Il est important de dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. Et là, nous ne mentons pas. Parce que pendant 10 ans, M. Ouattara et ses amis ont menti sur Gbagbo. Ils ont menti sur la situation en Côte d'Ivoire. Or là, nous sommes dans la réalité de ce pouvoir assassin et criminel. Donc, c'est à vous de relayer cette réalité ivoirienne pour qu'on ait le maximum de personnes que Amnesty International, dont le siège est à Londres ici, se décide enfin un jour à parrainer des prisonniers. C'est beau les rapports. J'étais récemment à un débat avec des représentants d'Amnesty, ils m'ont envoyé un message, vraiment on est satisfait de votre intervention, etc. Moi je leur ai dit, ok, merci, mais de grâce, parrainez des prisonniers politiques. Et puis appelez-les par leur nom. Parce que les prisonniers de M. Ouattara, les 707 ou 708 prisonniers, sont des prisonniers politiques. Vous voyez? Donc ce travail-là, nous devons tous le faire ensemble. Et ce ne sera pas peine perdue. Nous aurons gain de cause. Moi, je demande d'y croire. Je ne vous demande pas de rêver. Je vous demande d'y croire. Parce que nous allons y arriver. Bon. Merci. Avant que
je voudrais rapidement... rajouter un élément par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, en fait, ça c'est le devoir de conseil de l'avocat ou peut-être mon esprit de contradiction, attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Avec le président Laurent Gbagbo à la tête du pays, en allant aux élections, on n'a pas évité les tricheries, on n'a pas évité un certain nombre de choses qui fait que nous sommes là où on est. Je ne dis pas, les politiques assumeront leurs responsabilités, donc je n'ai pas à me substituer aux politiques. Ce que je dis, néanmoins, c'est que concrètement la difficulté, et on le voit bien lorsqu'on discute avec nos interlocuteurs en France, politiques, français, la difficulté de M. Ouattara à l'heure actuelle, c'est de donner une légitimité à son régime. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas, pourquoi? Parce qu'effectivement, personne n'est dupe. On a vu dans quelles conditions il a pris le pouvoir. On a vu comment les législatives se sont passées. On a vu comment les municipales se sont passées. Effectivement, si le FPI participe aux élections avec... on parlait de 770 prisonniers politiques. Avec ces 770, ces centaines de prisonniers politiques, s'il va aux élections, bon, et qu'il perd, parce que ce n'est pas alors qu'il était dans... C'est pas parce que quand on voit que M. Ouattara dans l'opposition, on l'a accusé de tricherie, c'est pas avec le pouvoir qu'il ne va pas tricher. Il faut être quand même un peu lucide. Et donc aller aux élections dans ce cadre-là, il ne faudra pas ensuite dire il n'a pas... Bah non, il n'a pas gagné, on aura l'air doublement de mauvais perdants. Je pense. Après, chacun voit, mais si vous voulez, en tout cas, c'est la difficulté majeure à laquelle je pense qu'il est de mon devoir d'attirer votre attention, tout de même. Bon. Maintenant, ça ne signifie pas pour autant de rester en dehors du jeu politique, mais le jeu politique peut se faire par une remobilisation des bases, de la base, notamment au pays. Essayer de voir un peu... D'ailleurs, regardez, ça a encore plus d'impact que beaucoup de choses. Quand le jeune Justin Croix est arrêté parce qu'il fait le tour des communes pour sensibiliser les gens pour l'éveil de conscience, on l'arrête. C'est bien parce qu'ils estiment que c'est dangereux que d'aller voir dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque village les Ivoiriens pour les sensibiliser, pour dire on est avec vous. Je pense qu'à l'heure actuelle, le peuple ivoirien, en ce qui concerne le parti du président Laurent Gbagbo, le peuple ivoirien a besoin, le peuple ivoirien en Côte d'Ivoire, a besoin de sentir qu'il n'est pas abandonné. Et ça, il a besoin par une présence quotidienne. Mais, de grâce, faites quand même attention à l'idée de dire qu'on va revenir dans le jeu démocratique. Il n'y a pas de jeu démocratique. C'est bien ça le problème. Rester en dehors du jeu démocratique est une erreur. Mais rentrer dans un jeu, alors qu'on sait que c'est un jeu pipé, les dés sont pipés, qu'on va perdre, c'est suicidaire. Parce que concrètement, on part perdu d'avance. Il a les médias, il a le pouvoir, il a l'argent. Qu'avons-nous, si ce n'est notre conviction? Donc, il faut continuer à remobiliser, je pense. Mais faites attention à l'idée de dire, bon, bah, on va le contraindre à la démocratie. C'est pas ça qui le contraint à la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il a peur, c'est qu'il a peur de voir les Ivoiriens n'avoir plus peur de lui. C'est ça sa crainte. Qui marche aujourd'hui à Abidjan? On marche. Mais en Occident, qui marche aujourd'hui à Abidjan? Qui manifeste? Que se passe? Comment va-t-il gérer si les mères ivoiriennes sortent pour dire on a faim, on est fatigué, on n'arrive pas à nourrir nos enfants? Comment va-t-il gérer ça? Comment va-t-il gérer si les étudiants sortent et disent on est fatigué, on ne peut pas travailler? Comment va-t-il gérer tous les chômeurs? Tous les chômeurs, toutes les personnes il n'y a pas eu de licenciement économique, mais il y a eu des licenciements ethniques. Toutes ces personnes qui sortent pour dire non, c'est pas normal. Maintenant, comment va-t-il gérer si les mères, les étudiants, les chômeurs, tout le monde sort pour dire on est fatigué? Il va tuer tout le monde. Et c'est là, je pense qu'une pression peut être faite, ou des démarches politiques peuvent être faites. Mais on s'est déjà fait avoir une fois, évitons de se faire avoir doublement. Voilà, merci. Merci, maître. Monsieur Ouattara, c'est un dictateur, donc on ne peut pas aller aux élections comme ça. Bien, je voudrais dire qu'il est 19h passé de 5 minutes. Nous avons une dizaine de minutes. On avait ouvert une liste. Et sur cette liste-là... Excuse-moi, ouais. J'ai parlé du désarmement, juste une minute. Hein. Oui, merci. Il y a 100 000 combattants,
il faut environ 92 milliards de francs CFA pour les réinsérer. Je vais dire qu'en plus, c'est une vaste escroquerie parce que le désarmement a déjà été financé à plusieurs reprises sous Gbagbo. Et qui étaient les responsables du processus de désarmement? Ce sont les gens de Ouattara. Donc cet argent est parti où? C'est avec cet argent que les Soro et autres se sont rachetés, comme on dit, une conduite au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali. Ils ont pris l'argent du désarmement pour investir dans les pays de la sous-région. Donc ce sont des bandits, ce sont des voyous. Et aujourd'hui, ils voudraient à nouveau que la communauté internationale finance, mais en dette, la Côte d'Ivoire, des 80, au moins 92 ou 95 milliards. Et d'ailleurs, personne ne répond aux demandes de M. Ouattara, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Le fameux Ouattara, qui est maintenant président de l'Agence pour le désarmement, c'est lui déjà qui était en charge du PNRCC ou je ne sais plus quoi. Vous voyez? Ou même M. Danwaï, qui est maintenant le secrétaire chargé de la sécurité, c'est lui qui était aussi l'un des patrons du processus de désarmement. Donc je pense que, oui, M. Ouattara, en tout cas, doit s'arranger pour que ce processus soit engagé et effectivement. Voilà, et le FPI devra travailler à cela pour demander à M. Ouattara de déposer enfin les armes, mais à ses frais, qu'il paye enfin le désarmement et que ces soldats-là rendent les armes. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, merci pour ça. Bien, je pense que Ouattara ne va pas déposer les armes parce que lui-même c'est un rebelle. C'est un rebelle. Les rebelles se désarment jamais. Bien, je crois que, comme je le disais tantôt, il est 19 passé de 8 minutes. Et suite à la dernière liste, il y a 2 personnes qui n'avaient pas encore parlé. C'est le président Oyur Marcelin qui va avoir la parole. Ensuite, Franck Medou, là, comme on dit, tu es membre de la direction du COGEP. Donc, en lieu et place de... On a bien 2 personnes. Georges Bellignon. Oui. Et puis... voilà, donc on va prendre Bout et puis Madame Dia. Bon, on va prendre 4 personnes. Madame Dia et Bout, c'est bon? Bout, c'est bon? Merci pour la sécurité. Tu as fait ton boulot, merci. Bien, je crois que je vais donner la parole à M. Marcelo Oulu. La première question est de savoir comment va notre président après la décision de la Cour. Et 2, après tout ça, je pense que vous êtes dans le secret de tout ce qui se passe. On veut quand même se rassurer de la vraie libération du président. Parce que jusque-là, tout à l'heure, vous l'avez bien reconnu pour dire que la force d'en face est plus forte que nous. Et que c'est la force des plus forts. Maintenant, nous, comment on fait? Là, ça fait presque 2 ans qu'on est dedans. Et rien n'est fait et on tourne. Et vous savez qu'ils sont encore plus forts que nous et on les suit. Est-ce que ça veut dire, peut-être dans notre adage où on dit, peut-être à ton enfant, tu peux ta main arriver devant te mettre au dos. Et c'est dans ce rythme qu'ils sont en train de nous entraîner pour qu'on soit fatigué à la fin. Pour qu'on le condamne par la suite. C'est ce que vous voulez savoir. Merci. Bien. Alors, pour moi, je vais venir à 3 questions parce que je crois qu'on a suffisamment perdu le temps. Premièrement, ma toute première question va à Maître Abiba Touré. Voilà. Nous savons que la CPI a été conçue juste après les 2 premières guerres mondiales par les vainqueurs, n'est-ce pas, de cette guerre-là, les États-Unis en tête. Nous savons que c'est un instrument politique. Tout le monde le sait. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand tu y opposes un peu le test de tout ce que nous trouvons normal, mais notre sens d'adaptation est complètement dérangé. C'est-à-dire, tu allais à l'école, tu penses que voilà comment on fait les choses, et à la CPI, aux yeux de tout le monde, ça se fait autrement. Gbagbo n'a pas été interpellé, il a été arrêté et déporté. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que les éléments sur lesquels ils se sont basés pour arrêter Gbagbo et le déporter, ces éléments-là se trouvent être insuffisants. Et là, bon, on aurait attendu une pure relâche, mais ce n'est pas le cas. Alors, les risques politiques, parce qu'il y en a.
Maître Abiba s'est défendu, elle a dit non, il est certes vrai que c'est l'ONU qui finance nos activités, sinon le système de ces pays. Et cette ONU-là, c'est quand même un ramassis de puissances prédateurs qui ne se cachent même plus. Avant, ils se cachaient un peu. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Voilà. Et ils ont beaucoup d'instruments qu'ils utilisent. Tantôt, on vient pour sécuriser ou protéger nos ressortissants. Et c'est par là qu'ils distribuent les armes sous les tables. Nous le savons. Alors, aujourd'hui, vous êtes impliqués, sinon je vais parler de la défense du président Laurent Gbagbo, dans un processus qui, quand même, a beaucoup d'influence politique. Comment vous gérez ces risques-là? Ça, c'était ma première question. La seconde, c'est, nous avons entendu qu'il y a une liberté provisoire qui aurait été négociée. Et peut-être que cela peut être des rumeurs encore, mais que la liberté provisoire aurait été fonction d'une terre d'accueil. Et on nous a parlé de l'Ouganda. Est-ce que cela est vrai? Maintenant, la troisième question va aller à Alain Toussaint, et c'est là que je vais m'arrêter. En Côte d'Ivoire, nous avons tout à l'heure noté qu'il y a un calme plat. Alors, est-ce que c'est manque de leadership? Est-ce que c'est question de terreur? Est-ce que les Ivoiriens sont terrorisés? Ou bien c'est une indifférence simple? Et encore, je continue sur cette même ligne-là. La naturalisation désormais en Côte d'Ivoire sur simple déclaration. Alain Toussaint, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, toute dernière note, la résistance par rapport à l'existence. Les enjeux sont énormes. Grosso modo, quels sont nos espoirs? Merci, Georges. Merci. Je voudrais vraiment dire bonsoir à tout le monde. En fait, je voulais un peu emboîter le pas à ce que Maître Abiba a dit quand M. Alain Toussaint a parlé. Il a fait un clin d'œil au Front populaire ivoirien. Bon, comme je suis responsable du Front populaire ivoirien, je suis assise, ça m'a donné à réfléchir. Voilà. Je pense que tous les points qui ont été évoqués, ces derniers, le FPI, ça fait partie des points dont discute le Front populaire ivoirien avec Ouattara. Le Front populaire ivoirien ne croise pas les bras pour regarder Ouattara posséder la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que les contextes dans lesquels tout ça se passe, le contexte est très difficile. Et comme je disais que je voulais emboîter le pas à Maître Abiba, on était avec Laurent Gbagbo comme président. On avait tous les moyens étatiques et on a organisé les élections, on les a gagnées. C'est les Européens, les Occidentaux qui sont venus, ils ont enlevé Laurent Gbagbo pour l'envoyer à la haie parce qu'ils ne voulaient pas que Laurent Gbagbo soit là. Donc en fait, si hier on avait tous les moyens, qu'on a organisé les élections, qu'on a gagné ces élections-là, qui sont venus nous prendre, aujourd'hui on n'a aucun moyen. Celui dont il voulait qu'il soit là, en fait, celui qu'il voulait qu'il soit là est là aujourd'hui, et il maîtrise le pays de façon négative. Et il est là, il règne dans la tyrannie, il règne dans le brumage. Et toute voix qui peut se lever pour parler, pour convaincre le peuple, pour mobiliser le peuple, il brume cette voix. On a le cas de Touati, de Hakoun, et tout dernièrement le cas de Justin Quoi. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait on se trouve dans un contexte extrêmement difficile. C'est vrai qu'on peut participer aux élections pour faire le jeu démocratique. Mais la question c'est que, est-ce que les conditions du jeu démocratique sont réunies? Parce qu'il ne faut pas aller aux élections pour le plaisir. Il ne faut pas aller aux élections pour le plaisir d'aller aux élections. Il ne faut pas aller légitimer la dictature. C'est les mêmes Européens là qui ont arrêté Laurent Gbagbo hier parce qu'aujourd'hui, ils sont de reconnaître, en fait, j'ai été heureux de t'entendre tout à l'heure dire qu'ils ont reconnu que Gbagbo a fait un travail. Mais si quelqu'un a fait un travail dans le centre de la démocratie, pourquoi vous venez l'enlever? Et puis du coup, vous vous retournez parce que celui que vous avez mis là, vous vous rendez compte qu'il n'est pas à la mesure de la tâche. Subitement, vous voulez renverser la médaille, ou vous voulez que ce soit ceux que vous avez brimés là, qui viennent vous aider à renverser la médaille. Il faut qu'on leur dise d'être courageux. C'est vrai que c'est un jeu international, un jeu politique international. Mais quelque part, il faut être courageux. Merci. Donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est très important, Patrice, tu vois. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le FPI n'est pas contre. C'est pas que le FPI a laissé la population. Le FPI était brimé, le FPI était presque cassé, et le Front populaire ivoirien est en train de remonter petit à petit.
Donc je plaide qu'on donne le temps au Fonds populaire ivoirien. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Et ce travail-là, je ne pense pas personnellement que l'aboutissement immédiat de ce travail doit être d'aller aux élections. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on ne peut pas parler, on ne peut pas parler à ces militants, on ne peut pas mobiliser, et on ne sait pas en quoi est-ce qu'une élection est bienvenue. Donc on va y travailler, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Mais pour le moment, est-ce que les conditions sont réunies? C'est la question qui se pose. Je vous remercie. J'ai une préoccupation. Je crois que vous avez déjà intenté des actions contre M. Soro Diop. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Mais j'ai entendu Soro, quand il était en juillet, il est venu rencontrer M. Bartolone. Il répondait à une question où il disait, il a évoqué la légitime défense dans les événements de la Côte d'Ivoire où on accuse le président Gbagbo. Je crois que ce volet, même si le procès est ouvert, on va le discuter. Ça ne peut même pas échapper. Qui était président et qui avait la légitimité, je crois que ça serait évoqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins il a ouvert une brèche. En tant que juriste, je crois que vous avez des éléments de plus pour l'emmener. Est-ce qu'il n'y a pas de juridiction quelque part qui pourrait avoir un regard vis-à-vis de ces déclarations ou bien de ce qui s'est passé vis-à-vis de M. Soro Diop en tant que juriste? Ça, c'est ma première préoccupation. Vous avez parlé de la présomption d'innocence aussi, effectivement. J'avais voulu aborder ça, mais vous avez déjà dit. Le président Gbagbo est illégalement détenu. Ce pourquoi les raisons pour lesquelles ils ont refusé la liberté provisoire sont aussi simples que, comment on dirait, fallacieuses. Quand on parle de... Ils vont surfer sur l'Internet et qu'on parle de ses partisans, il a des partisans, il va reconquérir le pouvoir. C'est aussi fallacieux. Il est populaire. Voilà, il est populaire. Donc je crois qu'ils n'ont pas véritablement de points juridiques, de points véritablement de droit sur lequel on le maintient là-bas. Or, la présomption d'innocence, comme vous l'avez dit, peut-être que c'est dans le cadre de la CPI seule qu'on va maintenir le président Gbagbo avant d'aller chercher d'autres preuves. Je crois que vous ne devez pas leur laisser cette tâche-là. Il faut mettre la pression sur cette cour pénale, sur des points réels d'illégalité de sa détention. Parce que, effectivement, il faudrait qu'on le relâche. S'ils vont trouver d'autres preuves après, ça c'est tant mieux. Mais pour le moment, insistez là-dessus. Vous avez parlé il y a des faiblesses des éléments de la Cour. Je crois qu'en tant que juriste, vous devez tout le temps passer beaucoup de temps là-dessus pour scruter les éléments que la Cour va donner, les raisons qu'ils vont donner pour maintenir ou bien pour prendre leur décision. Je crois que vous devez attaquer cette décision-là en tant que juriste et politicien dans une structure pour que les gens n'aient pas de repli. Et pour terminer, Monsieur Toussaint Alain a parlé de... Il dit qu'il a rencontré, je ne sais pas si c'est des Russes, et il a parlé de faire la politique. Je crois qu'il n'est pas arrivé, il n'est pas allé tout à fait loin dans son développement. Il dit qu'il en a parlé aux autres, au Ghana et puis certainement en Côte d'Ivoire. Qu'on fasse la politique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand il s'adresse à Miaka ou Reto, qu'ils abandonnent tout, qu'ils viennent rentrer au gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire, faisons la politique? Il va très bien. Très bien. Il va tellement bien que c'est lui généralement qui remonte le moral à ses visiteurs. Donc c'est pour vous dire à quel point il est serein. Non, ça va, il va bien. Il n'a pas été surpris par la décision. Parce que lui-même, on avait parlé avant même le début de l'audience de confirmation de charge pour dire que, bon, qu'il était serein, qu'il ne pense vraiment pas, que ça va être difficile pour eux d'aller au procès avec si peu de choses. Donc le moral est au beau fixe. Il va au-delà même de son cas personnel. Ce qui le préoccupe effectivement, c'est la Côte d'Ivoire et comment la Côte d'Ivoire pourra surmonter cette dure épreuve. Parce que si ça ne préoccupe pas Alassane Ouattara, le sentiment de la nation ivoirienne en danger par rapport à ce qu'on traverse et de réconciliation nationale est un point en tout cas qui lui tient profondément à cœur. Il réfléchit, il y pense tous les jours, il est très meurtri par ce qu'a vécu, le pays, par tous ces enfants morts parce qu'on a voulu imposer quelqu'un, mais en même temps il est très lucide et enfin, il nous surprend tout le temps. Il nous surprend tout le temps parce qu'effectivement, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas en pleurant et puis ils sortent, ils sont costauds comme ça.
mais ça fait plaisir. Bon, et parce qu'effectivement, parce que lui-même étant rassurant, on ne se rend même pas compte qu'il est en prison, véritablement. Hein. C'est un défilé à La Haye. Il a ses audiences où il reçoit régulièrement. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, ça fait chaud au cœur, en tout cas. Ça fait chaud au cœur. Alors, il y avait une question concernant est-ce qu'on peut casser une décision du Conseil constitutionnel par rapport à la position de ce qu'a fait Paul Yaoundé de mémoire en mai 2011. Bon, comment vous dire, Paul Yaoundé n'a pas dit que Gbagbo avait perdu les élections. Hein. Même dans sa décision de mai 2011, il n'a pas dit Gbagbo a perdu les élections. C'est pas ce qu'il a dit. Gbagbo dit, bon, comme vous dites tous là, vous dites que c'est l'autre qui a gagné, bon, c'est l'autre qui a gagné. Voilà ce que dit Paul Yaoundé. Mais il ne dit pas... bon. Ce qui est gênant dans sa décision, c'est que, bon, certainement menacé, sous pression, tout ce qu'on veut, il dit, bon, ma décision annule et remplace toutes les autres décisions. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que une décision, si on suit la Constitution, hein, la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Elle n'est pas susceptible de recours. Elle est définitive. Donc il commet, enfin, c'est un excès de pouvoir. Il ne peut pas aller au-delà de ce que lui confère la Constitution, et il ne peut pas dire j'annule une décision parce que vous avez dit bon bah c'est l'autre qui a gagné. Il est venu se poser comme un gentil garçon pour dire comme vous dites que c'est lui, bah c'est lui, d'accord. Voilà. Parce que vous dites, mais je ne peux pas dire que Gbagbo a perdu. Et il n'y a aucune décision qui dit que Gbagbo a perdu les élections. Ça aussi, c'est la vérité. Donc ça, faut qu'on soit assez précis, et en tout cas qu'on le note. Maintenant, sa position, voilà, on sait très bien dans quel contexte cela s'est inscrit. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi un principe en droit. C'est qu'on dit tout ce qui est fait sous la contrainte est nul. Je suppose que s'il y a des hommes d'affaires ici ou des commerçants, vous savez très bien pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait consentement. Mais il ne faut pas que le consentement soit vicié parce que vous aurez dupé l'autre, donc le dol, ou par erreur, ou par la contrainte. C'est-à-dire que vous aurez forcé l'autre à contracter. Bon. Or là, manifestement, on a quand même forcé Paul Yaoundé, qui avait trouvé asile au Ghana, on a quand même forcé à prendre ces décisions sans que tous les membres du Conseil constitutionnel ne soient présents, puisque certains des membres étaient encore au Ghana. Donc comment il a pu prendre une décision et investir solennellement ensuite Ouattara, ça n'a pas de sens. Et puis j'ai envie de dire, il y a même une contradiction dans ce qu'a fait M. Ouattara, parce que s'il estime qu'il a été investi et proclamé en mai 2011, qui était président avant? S'il a investi en mai 2011, c'est qu'avant il y avait un autre président, donc légitime, et donc ce président légitime qui a été attaqué, on parlait de légitimité et de légitime défense tout à l'heure, donc c'était lui qui était légitime à se défendre, puisqu'il est quand même du devoir du président de protéger sa population et le territoire national. Il ne peut pas rester les bras croisés et laisser son peuple se faire décimer. Un détenu à La Haye, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo, on ne peut pas dire le nom. On ne peut pas en faire état, parce que de toute manière, de demande de mise en liberté, parfois ça varie, ça change, puisqu'il faut recueillir un certain nombre de garanties. Mais ce n'est même pas ça le fond du problème. Ce n'est pas de savoir est-ce que c'est l'Ouganda, c'est pas ça le problème, puisque il y a plusieurs pays qui potentiellement pourraient le recevoir. C'est pas ça qui bloque. Hein, c'est pas le pays d'accueil. Ce qui bloque, ce qui les gêne, c'est qu'ils estiment que en réalité, que le président Laurent Gbagbo dehors est un danger pour le pouvoir de Ouattara. C'est tout. Il n'y a pas de véritable... C'est pas une question de pays, etc. Je veux dire, même si on demande aux gens qui serait prêt à accueillir le président, mais c'est des millions de personnes qui seraient prêts à l'accueillir. Donc, à plus forte raison des États, que ce soit en Afrique ou ailleurs, au demeurant. Puisqu'il y a pas mal de gens qui avaient une certaine sympathie pour le président Laurent Gbagbo. Donc c'est pas une question de ça. La question, déjà je ne peux pas y répondre, mais ce n'est pas la question essentielle dans le cas d'espèce. Le cas d'espèce, c'est de savoir, c'est en tout cas de dénoncer le fait que le président Laurent Gbagbo est maintenu parce que pour pouvoir permettre à l'autre de gouverner. C'est ça qu'il faut pouvoir dénoncer en tout cas, mais avec vigueur et fortement, parce que c'est gênant. Si véritablement il estime que
tout va bien en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire va atteindre une croissance à 2 chiffres, que vraiment ça sent bon, il n'y a rien. Enfin voilà, pourquoi dans ce cas-là il a peur de ce simple prisonnier qui représente personne, selon lui? Il faut être logique. Voilà, donc ça conforte l'idée encore que effectivement la détention, il y a plus que des éléments juridiques. Parce que la notion de trouble à l'ordre public, on peut la mettre à toutes les sources. On peut la mettre partout, on peut en faire état partout. Demain, si vous êtes populaire, monsieur, je peux vous prendre et dire bon, je vais l'arrêter parce qu'il est trop populaire et qui cause un trouble à l'ordre public. Voilà, c'est facile d'arrêter qui que ce soit ou de le maintenir en disant parce que si je le libère, il crée un trouble à l'ordre public. Regardez, je l'ai arrêté, il y a tous ses amis qui sont venus qui réclament sa liberté. Ben oui, enfin, ce sont vos amis, c'est votre famille, c'est normal qu'elle réclame votre liberté, d'autant plus si elle estime que vous êtes innocent. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir des gens qui disent mais vous faites n'importe quoi, il n'a rien à faire, là-bas, donc libérez-le. Voilà où on est concernant cette question. Alors, concernant notre cher ami Soro. Bon, l'habit ne fait pas le moine. Soro pourra faire tout ce qu'il veut, il n'en demeure pas moins qu'il y a des faits qui se sont produits. Alors, il peut être reçu par qui il veut, Bon, moi, je n'y suis pas sensible, véritablement. Je sais que c'est plutôt dans une démarche de communication. Voilà, vous, les pro-Gbagbo, regardez, je suis reçu par Bartolone. Voilà, vous, les pro-Gbagbo, regardez, je suis reçu là. Voilà, c'est bon, c'est très bien. N'oubliez pas que Kadhafi a été reçu en grande pompe en France. On a vu comment il a terminé. Et ce n'est pas le seul. Bachar el-Assad, avant ses difficultés, avait été reçu en grande pompe en France. Et la France, maintenant, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, dit qu'il ne mérite pas de vivre. Ben Ali a été reçu. Ben Ali a été reçu, et puis la liste est longue. Donc le fait d'être, si véritablement ce monsieur compte sur le fait qu'on lui serre la main, et qu'il se fait filmer ou photographier en faisant un grand sourire pour aller filmer sur les plages abidjanaises, c'est lamentable. Mais j'ai envie de dire, ça me fait même pitié. Vraiment, c'est pas ça qui... Je suis juriste, je suis avocate, les faits sont les faits. Je m'en fous qu'il se fasse prendre en photo par qui il veut. La question c'est, il y a un élément précis pour lequel on te suspecte d'avoir commis des crimes précis. Est-ce que tu es en mesure d'y répondre? Si tu es tellement sûr de toi, pourquoi as-tu autant peur de la justice? C'est ça, la vérité. Maintenant, concernant est-ce que le fait que... est-ce qu'il doit répondre devant une juridiction? Moi, ma volonté profonde, et je pense qu'il faut être cohérent, je ne peux pas vilipender la CPI et dire en même temps la CPI doit juger Soro. J'estime que en tant que souverainiste, en tout cas attaché à la souveraineté ivoirienne, j'estime que Soro doit pouvoir répondre de ce qu'il a fait devant les juridictions nationales. Maintenant, on n'est pas dupe. On a vu la loi des vainqueurs, donc c'est pas aujourd'hui. Déjà pour le massacre de Djokwe, personne n'a été entendu, inquiété, rien. Donc c'est pas Soro qui va être inquiété. Et la position du procureur est gênante sur ce point-là, parce qu'effectivement, on n'enquête que sur un camp. D'accord. Mais il faut être patient. Je pense qu'il faut être patient. Tôt ou tard, de toute manière, il devra rendre compte de ce qu'il a fait. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, il estime que, bon voilà, il est propre, il veut se rendre... présidentiable, je ne sais quoi, et qu'il ne risque rien, que pour autant, nous, on doit abandonner le combat juridique. Je pense que l'essentiel, c'est de dire à la CPI, il faut être logique. Nous, Ivoiriens, on vous dit, vous, CPI, il faut être logique. On ne reconnaît pas votre compétence pour juger le président Laurent Gbagbo. Mais si vous voulez juger le président Laurent Gbagbo, il faut juger tous les autres. Il faut être logique. Ça, on peut le dire. Parce qu'effectivement, il y a un problème de cohérence. Et ça, le bureau du procureur le dit, ce qui est gênant, et ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau, en principe, vous savez, si demain, il y a une voiture qui brûle, ou si vous apprenez qu'il y a un meurtre quelque part, la police va mener une enquête sur un crime. D'accord? Là, c'est pas ce que fait le procureur. Il ne mène pas une enquête sur des crimes, il mène des enquêtes sur les pro-Gbagbo. Il le dit, hein, il dit, j'enquête d'abord sur les pro-Gbagbo, ensuite, j'enquêterai sur les pro-Ouattara. Mais ça n'a pas de sens. Puisqu'on ne sait pas, potentiellement, dans la mesure où il y a la présomption d'innocence, on ne sait pas qui a commis, c'est sur les crimes qu'on doit enquêter. C'est-à-dire, on doit voir les victimes, on doit aller sur les lieux, on doit voir... Ça n'a pas de sens que de dire, j'enquête d'abord sur les pro-Gbagbo, ensuite sur les pro-Ouattara. Ça ne veut rien dire en droit. C'est en ce sens que la position du procureur, bon, elle est bizarre. Elle est juridiquement bizarre.
Et puis, encore une fois, et je le répète, c'est-à-dire il y a quand même eu près de 1000 morts en une seule journée à Djokwe. Il laisse ça pour aller enquêter sur la marche à l'RTI. Bon, dans n'importe quel état du monde, vous verrez que, je ne dis pas, une vie est une vie, mais on va enquêter sur ce qui a fait le plus de morts d'abord, parce que c'est ce qui va marquer les esprits. Mais on ne peut pas dire, vous, là, non, on vous laisse, parce que on suspecte les pro-Ouattara, donc vous, on vous laisse pour l'instant. Ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça. Enfin, je ne comprends pas comment fonctionne le bureau du procureur. En tout cas, c'est en dehors de toute logique judiciaire. De dire, j'enquête d'abord sur tel et tel. Parce qu'en disant ça, il viole la présomption d'innocence. Comment peut-il savoir que c'est un pro-Gbagbo qui a tué là? Comment peut-il le savoir? Non, il suppute. Il part du principe que c'est forcément un pro-Gbagbo qui a tué ou qui a violé, c'est forcément un pro-Gbagbo. Donc il mène son enquête comme ça, et effectivement en prenant des éléments sur YouTube et Dailymotion, et puis disant bon voilà, c'est mon dossier. Bon, maintenant. Oui. Je voudrais que vous précisiez quelque chose. Les pro-Gbagbo, nos manifestations derrière. On n'a jamais tué. Le langage que vous tenez est tient compte de tout ça. Donc, précisez-nous, nous ne sommes pas une armée. Merci J. Ziambo. Aujourd'hui, tu n'as pas levé la main. Non, mais je... Donc, merci. Oui, non, mais attendez. J'ai pas dit les pro-Gbagbo. J'ai pas dit moi, Abiba Touré. J'estime que des pro-Gbagbo ont fait ceci ou ont fait cela. Je dis le procureur estime. D'accord? Le procureur estime, ça n'engage que lui et son bureau. Il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Le procureur estime qu'il veut enquêter sur des crimes commis par les pro-Gbagbo. Voilà ce qu'il dit. Bon, je fais que vous rapportez les propos du procureur. Je ne dis pas que j'estime que c'est le procureur qui a raison. Je dis moi, et bien évidemment c'est ce que je dénonce, puisque je vous dis qu'on n'enquête pas sur des pro-Gbagbo, des pro-Ouattara ou des pro tout ce que vous voulez. Ça ne veut rien dire en droit. On enquête sur des crimes. Tout à fait. D'accord? On enquête sur des crimes suspectés du moins, mais sur des faits. Si une femme s'est dit victime de viol, je ne vais pas aller voir monsieur pour dire est-ce que vous n'auriez pas violé madame? Non! Je vais voir madame, je vais voir d'abord, donc je vais sur le lieu, je vais voir madame, je vais voir les éléments physiologiques que je peux tirer, donc des preuves concrètes, pour savoir ensuite si en fonction de ces preuves, je peux essayer de retrouver le criminel, ou en tout cas le suspect. Mais je ne peux pas dire, monsieur, je vais d'abord enquêter sur vous pour savoir si éventuellement dans votre vie, vous avez commis un crime. Ça n'a pas de sens. Je vais étudier votre CV pour voir si vous avez commis un crime. Mais c'est du jamais vu. Voilà ce que je dis. Donc quand je dis pro-Gbagbo, je ne vilipende personne. Je dis que le procureur, le bureau du procureur estime ça. Vous comprenez? Donc c'est ça la distinction et c'est justement ce que je dénonce. Mais concernant scruter les décisions de la CPI, etc., vous savez, c'est ce que font les avocats, hein, par définition, en étude. L'outil de travail de l'avocat, c'est aussi la jurisprudence, puisque les décisions que vous indiquez, ce sont ce qu'on appelle les jurisprudences en droit. Donc, évidemment, on essaie de voir s'il y a des jurisprudences concernant des faits précis, par exemple la demande de mise en liberté, ou concernant la question de l'irrecevabilité qui a été posée dans le cadre du président. On prend ces éléments-là pour voir de quelle manière il y a une jurisprudence qui nous est favorable ou pas. Donc ce travail est déjà fait, mais c'est pas ça qui fait pression sur une cour. C'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est pas sur la cour qu'il faut faire pression. La personne qu'il faut montrer du droit, excusez-moi, c'est Bensouda. C'est Bensouda. La chambre préliminaire, elle, une fois qu'elle a dit, moi je suis compétente pour pour enquêter sur la situation ivoirienne, la chambre préliminaire a quand même dit, là où le procureur a dit, moi je ne veux enquêter que sur les faits commis à partir de 2010, la chambre préliminaire a dit, ah non, vous remontez jusqu'à 2002, hein. C'est pas la fête, hein. C'est la chambre préliminaire qui l'a dit, hein. D'accord? Mais Bensouda, elle n'est pas chaude. Et au compo, pareil, avant elle, on ne les a pas vus présenter quoi que ce soit concernant les événements intervenus depuis 2002. Et puis, c'est quand même fort que de venir dire, en 2 ans, là où on travaille comme des malades, en 2 ans, vous n'avez pu que transférer que le président Laurent Gbagbo. Vous avez été incapable de transférer quelqu'un qui a commis, ou en tout cas qui sont des personnes suspectées d'avoir commis, près de 1000 morts en une seule journée, dont des enfants, dont des prêtres, dont des malades. Vous avez été incapable de le faire. Mais c'est le président Laurent Gbagbo que vous avez trouvé. Et puis où c'est aberrant? Et Alain Toussaint me le disait tout à l'heure. Quand l'ancien représentant de l'ONUCI dit oui, on peut aider les Ivoiriens, on peut aider les autorités ivoiriennes, on sait qui a commis les crimes, vous savez, et il n'y a personne encore qui rend compte, vous savez, mais vous êtes complices. Et il n'y a personne qui rend compte. C'est là que le bas blesse, et je pense que la pression, si elle doit être opérée, c'est sur ça. C'est sur ça. Dire que vous êtes... Non, soyez cohérents.
ou vous le libérez sur le champ et vous laissez la justice ivoirienne se prononcer sur tout le monde, ou alors si vous estimez que vous êtes compétente pour le faire, jugez tout le monde. Mais arrêtez cette justice des vainqueurs parce que ça ne vous rend pas meilleur que Ouattara. C'est ça qu'il faut dire. Merci. Elle est formidable. On l'applaudit encore. Panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, c'est le premier d'urgence, c'est le lancement aujourd'hui. C'était un espace de communication, de débat. On a un thème précis, il s'agit du président Gbagbo. Voilà. On est venu ici pour dire est-ce que la CPI a le droit de garder Gbagbo en prison. Bon, on n'a pas trouvé mieux que Maître Abiba, qui est une jeune avocate qui travaille beaucoup pour les Ivoiriens. Moi, je l'ai rencontrée dans toutes les marches. Disons que je ne la connaissais pas personnellement, ce n'est pas mon camarade. Merci, Maître Abiba. C'est vrai qu'on ne vous paye pas pour ces conférences. C'est beaucoup d'argent dans la plaidoirie. C'est-à-dire, pour ce que vous venez de faire, c'est beaucoup d'argent. Mais le COGEP, les Ivoiriens vous invitent, vous venez, vous faites la plaidoirie pour gratuit. Là. Merci à tous ceux. Est-ce que j'ai besoin de... Bon, je te tutoie quand même. Bien sûr, je veux te remercier. Voilà. Merci pour tout le travail que tu fais. Bouillon. Je crois que Gbagbo, là où il est, le président Gbagbo, là où il est, il sait tout ce que nous faisons. Chacun, à quelque niveau que ce soit, le président Gbagbo, il est au courant de tout ce qui se passe. Je voudrais remercier tous les camarades. Ceux que je n'ai pas cités ce soir, ne prenez pas ça mal. Je voudrais vous remercier. Je vous aime. Et je vais donner la parole pour conclure, mais vraiment en 2 minutes. J'essaie d'être brève. Déjà, je remercie tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce temps-là avec vous, à vos côtés. Pour répondre à monsieur, vous savez, il y a des États comme plus puissants qui ont soutenu le président Laurent Gbagbo, même en Afrique, comme l'Afrique du Sud, qui n'ont rien pu faire. C'est pas la Gambie qui pourra faire quelque chose dans ce cas-là. Et j'ai envie de dire, Bensouda, elle est dans une logique qui est la sienne. Et si véritablement elle avait à cœur, en tout cas la libération du président Laurent Gbagbo, ça aurait été tellement plus simple, on n'en serait même pas là. Le président, je veux dire, n'aurait même pas été transféré. Donc je pense qu'il faut être lucide, ne pas arrêter de croire qu'en allant quémander de l'aide par-ci par-là, on va arriver à quelque chose. Les Ivoiriens ne s'en sortiront que par eux-mêmes. Ça, faut être clair. Maintenant, ça ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir un travail de lobbying. Le travail de lobbying doit être fait, mais ça va être un travail de communication, de sensibilisation qu'on n'a pas su faire, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, beaucoup de gens ne connaissent pas véritablement Laurent Gbagbo. Pour beaucoup de Blancs, excusez-moi, mais un chef d'État africain est un dictateur par essence. Donc il faut quand même expliquer un certain nombre de choses. On n'a pas fait un travail de communication qu'il faut faire maintenant. Donc voilà, maintenant notre avenir est entre nos mains, nous, Ivoiriens, il n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. À nous de nous ressaisir et à nous de faire le travail. Merci. Merci. Un bisou pour lui. Un bisou pour qui? Un bisou pour moi ou pour qui? De mon vécu, je n'ai jamais vu un pays aussi debout. En l'absence du chef, il a été attaqué. En l'absence du chef, il a été attaqué. Face au canon, le peuple est resté soudé. Aujourd'hui, je sais que mon peuple a un garçon. Aujourd'hui, je sais où se trouve la vérité. L'Ivoirien n'est pas bête, il n'est pas nigo. Aujourd'hui, je sais que mon peuple a un garçon. Aujourd'hui, je sais que la paix n'a pas de prix. Aujourd'hui, je sais ce qui moi je peux compter. Outou Gbagbo, Laurent Gbagbo, vraiment Woody, prends mon bisou. On est tous avec toi. Mais t'es fort, Laurent Gbagbo, ah ouais. Gbagbo. Chancelleraient, on a
manger comme soi sera sans effet. Et Dieu qu'il n'y a pas beau pour que ce pays ne s'enfre jamais. Et Dieu repoussa le mal, le diable, pour que ses enfants demeurent dans le bien. Tu es seul mot pour que ton peuple debout te suive, Babo. Un seul mot pour que ton peuple béni revive. Celui qui tremble a peur. Babo. Tes parents du Nord, on a sauté, Babo. tes parents de l'Est, yeah. Abidjan les chauds, Babo. tout le monde était dans des bisous. Tu étais opposant, tu n'as pas pris les armes. Tu étais opposant, tu n'as pas trahi ton peuple. Opposant, tu prônais justice et liberté. Opprimé, pour nous tu as lutté. École cadeau, médicaments cadeau, le cacao sourit, village éclairé, tu as tenu parole. T'étais fort, Laurent Gbagbo, ah ouais. Nous te donnons bisous. Babo. Tes parents de l'Ouest te donnent le bisou. Babo. Et tes parents du centre te donnent le bisou. Babo. La jeunesse ivoirienne te donne le bisou, oh yeah. Babo. Tes parents du Sud te donnent le bisou. La jeunesse ivoirienne te donne le bisou. Un peu de fouka. Babo. Les femmes ivoiriennes te donnent le bisou. Babo. La Côte d'Ivoire te donne le bisou. On va s'élever, on va saluer. Babo. Verma Babo, tu es puissant.